Le seul dossier de ce soir aura l'avantage de nous parler de la lutte contre les violences sexuelles dans les écoles. Et puis, plus de 15 tonnes de vivres périmés ont été brûlés par l'Office congolais des contrôles à Kasumbalesa. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga. Ces vivres, comme vous vous en doutez, étaient destinés à la population congolaise pour sa consommation. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal magazine, mais tout d'abord, l'actualité. Ouverture ce lundi 9 décembre à Nairobi au Kenya des travaux du 9e sommet du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus, dont le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos envoyés spéciaux sur place, Diei et Willy Atunakov, nous font le point. Nairobi, capitale du Kenya, abritera le lundi 9 et mardi 10 décembre 2019 le 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Ce sommet, qui réunira environ une vingtaine de chefs d'État déjà annoncés, aura pour thème un ACP transformé, engagé au multilatéralisme. Pour la petite histoire, le groupe ACP a été créé en 1975 par l'accord de Georgetown. Il regroupe 79 États membres, tous signataires de l'accord de partenariat entre les pays ACP et la CE, Commission européenne actuelle, Union européenne, à l'exception de Cuba. Le groupe ACP s'est assigné quelques objectifs principaux, dont d'abord le développement durable et l'intégration progressive dans l'économie mondiale, impliquant ainsi en priorité la lutte contre la pauvreté, ensuite la consolidation de l'unité et de la solidarité entre le pays ACP et enfin l'installation et la consolidation de la paix et de la stabilité dans un environnement de la démocratie et de la liberté. C'est au Centre international des conférences Jomo Kenyatta, du nom du premier président du Kenya, que ce sommet de chefs d'État et de gouvernement s'ouvrira ce lundi en présence de plusieurs hôtes de haut rang attendus du président Uhuru Kenyatta, 4e président du pays depuis l'indépendance, après justement Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi et Mwai Kibaki. Le retour aux ACP de la République démocratique du Congo sera symbolisé par la présence, certes, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est, vous le savez, en même temps, 2e vice-président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo, dans sa diplomatie active, tient à promouvoir et à consolider ainsi l'entrepreneuriat, développer l'agriculture, l'agro-industriel, les commerces, l'industrie, ainsi que les petites et moyennes entreprises. Ce qui explique justement la présence dans la délégation de la République démocratique du Congo de certains membres du gouvernement, dont la ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Industrie. En marge de ce sommet, plusieurs activités sont aussi organisées sur place, notamment les expositions des divers produits et services à travers les stands de pays membres du groupe ACP. La République démocratique du Congo est aussi présente avec l'ANAPI, la FEC et quelques entrepreneurs privés. Question certainement d'attirer l'attention des participants sur d'énormes potentialités et richesses naturelles que regorge la République démocratique du Congo, pays de Patrice Emery Lumumba. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce dimanche avec les chefs coutumiers Tekeumbu à son bureau de la Cité de l'Union africaine. Ces dernières sont venues poser les problèmes liés à leur pouvoir ancestral et la participation de cette communauté dans les institutions de la République. Reportage. La question des conflits coutumiers dans certains regroupements de notre pays et celle des participations des autorités coutumières dans les institutions de la République ont constitué l'essentiel de l'audience qu'a accordé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au détenteur du pouvoir ancestral Tekeumbu de la ville-province Kinshasa. Conduit par le chef David Matadi Kibala, la délégation a profité de l'occasion pour présenter aux garants de la nation les problèmes socio-culturels qui se posent dans cet espace Tekeumbu.
En face d'elle, il y avait une oreille attentive. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré ses hôtes de son implication personnelle pour la résolution de tous ces problèmes. Très émerveillés par la qualité d'écoute du chef de l'État, les chefs coutumiers n'ont pas caché leur satisfaction. La communauté réclamait le quota de Kinshasa, ce qu'on appelle la géopolitique, la représentativité nationale, que l'État et le Wumbu soient représentés dans toutes les institutions du pays. Sa réaction était très bonne, très favorable. Il nous a promis d'insérer la communauté Teke-Wumbu dans toutes les institutions du pays. Les invités de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont aussi exprimé leur volonté d'accompagner les autorités de la République dans leurs efforts d'améliorer les conditions sociales des Congolais. Le chef de l'État a lancé les 5 zones agro-industrielles en présence des partenaires d'investissement Vital Capital conduits par le ministre de l'Agriculture Joseph Kasonga. Ces investisseurs juifs apportent dans un premier temps l'enveloppe de 150 millions de dollars américains. Un protocole d'accord a été signé devant le président de la République par le ministre de l'Agriculture et les investisseurs juifs. Propos recueillis par Anakle Mulunda. Le problème, c'est d'avoir des amis qui vous font confiance. Nous sommes dans le domaine agricole, c'est un domaine très très sensible. Et on a accepté de venir travailler avec nous. Et nous voulons que ce travail donne du boulot à nos compatriotes. Nous voulons que ce travail donne à manger à nos compatriotes. Parce qu'à l'heure actuelle, n'oubliez pas que nous importons pour au moins 2 milliards de dollars chaque année. Et nous voulons, Dieu nous a tout donné. On a des pluies, on a des terres, on a des hommes que vous êtes, hein, hommes et femmes. Nous sommes nombreux, 80 millions, c'est pas peu, c'est un grand marché. À nous-mêmes, nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons fait appel à des amis qui nous font confiance, à qui nous apporterons notre appui sur le plan du climat des affaires pour que nous puissions développer une agriculture moderne. C'est ça que nous venons de signer tout de suite. L'agriculture est une science qui demande d'abord de venir voir les sols qu'il faut. L'agriculture est liée aux dates. N'oubliez pas que nous sommes à cheval de l'équateur ici. Quand il pleut ici, au nord, c'est saison sèche. Quand nous aurons déterminé les endroits, nous vous donnerons exactement les premières récoltes. Parce que le maïs, c'est 3 mois, les riz, c'est 6 mois, le manioc, c'est à peu près 10 mois. Donc, ça veut dire que dès que nous aurons déterminé les endroits, et qu'on aurait déjà tous les engins, parce que nous voulons transformer le tout ici, à ce moment-là, nous vous donnerons les dates. Nous voulons rester l'État régulateur, pas l'État producteur. Donc, ils viennent comme tous les hommes d'affaires, mais ils nous demandent, nous leur avons dit, nous avons des lois dans les pays, ils vont respecter nos lois, mais nous aussi, nous devons les garantir que tout leur investissement ne sera pas bouleversé par n'importe quelle condition. Ils seront là, ils vont travailler avec nos compatriotes, donner du boulot à nos enfants et nous aider à produire, à manger. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a pris part cet avant-midi à la journée d'échange avec les femmes ministres et parlementaires. C'était sur invitation de la ministre des Familles et Enfants, Béatrice Lemea. Reportage. Avec les 16 jours d'activisme contre le violon sexuel, les femmes ministres et parlementaires se sont réunies ce samedi 7 décembre 2019 pour échanger leur expérience en matière de lutte contre le violon sexuel. Pour la circonstance, elles ont invité Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour partager avec elle son expérience acquise quand elle fut conseillère chargée de la lutte contre le violon sexuel et le recrutement des enfants soldats. Le prix des femmes d'influence politique 2019 reçu par l'honorable Janine Mabunda Lyoko-Bundiaï ainsi que la quinzaine d'activismes lancés par Béatrice Lemea Tilité, ministre d'État en charge du genre, ont également été évoqués au cours de cette journée de partage. Quand je dis nous, je pense aussi à la fierté que ce prix donne pour toutes les femmes congolaises. Et je pense à toutes ces femmes congolaises, pas que celles du haut, mais aussi celles du bas. Et ce prix est donc le leur. Ce prix est donc le vôtre, mesdames. Ce prix est donc le nôtre. Car pour moi, il récompense tous les efforts, tous les sacrifices consentis par la femme congolaise, non seulement pour son émancipation, mais aussi pour l'avancement de son pays au travers de la réussite d'élections pacifiques fait inédit en RDC
et fait inédit dans l'Afrique des Grands Lacs, que j'aime appeler l'Afrique des hommes forts, choisis par leur population. La situation d'insécurité qui prévaut dans l'est du pays favorise les actes de violence que subissent les femmes et les enfants dans cette partie de la République, mérite d'être examinée pendant ces 16 jours d'activisme. La ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomeya, promet du reste que les femmes feront un plaidoyer pour dénoncer cette situation. Les femmes ministres et parlementaires ainsi que la représentante de l'ONU Femmes ont mis en exergue la compétence de la présidente de l'Assemblée nationale et l'ont félicité pour ses prix de femmes d'influence politique 2019 qui lui a été octroyé à Paris en France le 25 novembre dernier. Le quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, était également victime d'inondations dues aux pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement dans la ville-province Kinshasa. Le ministre des Actions humanitaires leur a apporté un réconfort. Reportage. Il aura fallu une seule visite de l'honorable député provincial Thérèse, élue de Limete, exposant la situation catastrophique des habitants de Kingabwa pêcheurs pour que les ministres des Actions humanitaires et Solidarité nationale puissent retrousser ses manches et enfiler ses bottes. Question de voler au secours de plusieurs familles prises au piège par les eaux du fleuve Congo, qui connaît une crue inhabituelle. À bord d'un canot rapide entouré de ses différents conseillers, les ministres a sillonné les localités riveraines inondées, dont notamment Kimpoko, Ngamazo, Mongolais et Mongolais Israël, avec dans sa gibecière une très importante quantité de pain, plusieurs cartons de conserve, des sacs de lait et des sucres, ainsi que du café et du thé, pour soulager, tant soit peu, toute cette famille qui ne savent même plus à quel sein se vouer, et également où allumer les feux de cuisson, car ils ont l'eau jusqu'aux toitures de leurs habitations. Ceci, a dit le ministre, est juste une action qui vient pallier au plus urgent le temps d'organiser une véritable réponse humanitaire à ces situations d'urgence. Très émue, la population de cette partie de Kinshasa a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba et tout son gouvernement central à travers les ministres Steve Mbikai. Face à l'ampleur des dégâts, le ministre a proposé la délocalisation de ces ménages vers un lieu plus sûr pour éviter que ces situations d'urgence ne deviennent une catastrophe. Ce qui lui a valu les ovations et la reconnaissance tous azimuts des sinistrés qui n'ont pas manqué de chanter et d'exhiber des pas de danse, quoique la moitié du corps se trouvant dans l'eau. Le danger est là et la situation dégénère à chaque minute. Il faut donc signaler aussi que 3 enfants se sont noyés et seul un corps a été retrouvé, les 2 autres faisant l'objet de recherches. Ayant quitté les fleuves vers 18 h, après y avoir passé toute sa journée, le ministre Steve Mbikai a promis aux sinistrés de faire un rapport conséquent à l'exécutif national. Plus de 15 tonnes de vivres frais périmés, interceptés et détruits par l'OCC à la frontière RDC-Zambie. L'opérateur économique, un expatrié et son déclarant portés disparus. La République démocratique du Congo n'est pas une poubelle. C'est un reportage signé Jacques Méji Chibwabwa. Incroyable mais vrai. À la frontière RDC-Zambie, plus précisément à Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga, l'Office congolais des contrôles a mis la main sur plus de 15 tonnes de vivres périmés qui ont été détruits avec la collaboration du parquet, de services de la quarantaine animale et de l'environnement. L'opérateur économique qui a pris la poudre d'escampette a tenté d'introduire sa marchandise constituée de cartons de poulets avariés après avoir pris le soin de changer et de modifier les étiquettes. Malheureusement pour lui, les écrits sont en charabia, une langue inconnue. Les inspecteurs des conformités, agents OCC à la frontière, ne se sont pas montrés complaisants. Nos amis des importateurs véreux, mal intentionnés, donc des Congolais qui n'ont pas l'amour de leurs frères et sœurs, ils se sont permis d'échanger des étiquettes sur les emballages des parties de poulet qui étaient déjà expirées. À l'occasion de la destruction de ces produits impropres à la consommation, le chef d'agence de l'OCC Kasumbalesa, Patrice Kitenge Mboui Malamba, a interpellé les opérateurs économiques véreux et leur a rappelé que la République démocratique du Congo n'est pas une poubelle. La marchandise ici, la provenance n'est pas connue. C'est une marchandise qui est
arrivé déchargé du côté Zambie, dont la date d'expiration avait déjà dépassé. Du mal qu'on a filé cette cargaison jusqu'à ce que, quand c'est entré dans notre pays, l'OCC a arrêté. C'est pourquoi aujourd'hui nous passons à la destruction de cette cargaison. On sait qu'on doit lancer aux importateurs, quand vous importez les histoires pour un pays, il faut que les mentions qui soient sur les emballages soient des mentions dans la langue qui est connue dans les pays où vous avez l'histoire. Grâce aux agents vigilants et courageux de l'Office congolais des contrôles à la frontière, Kasumba Lessa, qui procède à l'évaluation de la conformité des produits qui entrent en République démocratique du Congo, la population congolaise vient d'être épargnée de la consommation dangereuse des produits impropres, avariés, périmés. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahungia, va prendre part aux travaux de la 110e session du Conseil des ministres de l'Afrique, Caraïbes, Pacifique à Nairobi, au Kenya. Ces assises ont comme objectif donner de la voix aux participants et discuter de la transformation de ces groupes créés depuis 1975. Le détail avec Betty Amani. Ouverture de la 110e session du Conseil des ministres des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP à Nairobi au Kenya, au centre des conférences internationales Kenyatta. Cette session qui intervient après les travaux du comité des ambassadeurs ACP a permis au Conseil des ministres ACP d'adopter des recommandations importantes à soumettre à la sanction des chefs d'État et des gouvernements ACP au cours du 9e sommet qui aura lieu le lundi 9 décembre. Ces assises d'une importance capitale offrent une occasion unique d'obtenir l'accord des principes des dirigeants ACP en faveur du futur accord post-Cotonou en vue de sa signature en début de l'année 2021. À cette rencontre de haut niveau, la voix de la RDC a été portée par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahungia, qui a conduit une forte délégation des experts du ministère de l'Industrie, des Affaires étrangères, des Finances et du Plan. La RDC va devoir participer à un grand atelier autour de la transformation de l'Afrique par l'industrialisation. C'est la raison pour laquelle j'ai été dépêché en tant que ministre de l'Industrie pour devoir exposer sur un certain nombre de thèmes qui concernent particulièrement les avantages qu'offre actuellement notre pays en termes de zones économiques spéciales pour attirer davantage les investisseurs. Nous voudrions que le monde entier sente, nous parlons corridor de développement, nous parlons zone économique spéciale, nous parlons prospective, nous parlons les prochaines 20 années, qu'est-ce que la RDC va offrir à l'Afrique et au monde. D'autres sujets notamment la bonne gouvernance, la coopération en matière de paix et de sécurité, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la radicalisation, les changements climatiques ont été abordés dans la session ministérielle avant son approbation ou validation par les chefs d'État de l'ACP. Ouverture d'une session de sensibilisation des auditeurs sur la lutte contre les violences sexuelles par les collèges des hautes études de stratégie et de défense. Le ministre de la Défense nationale y était représenté par le général-major Bombele. Félix Zalmeti Dandou, reportage. Je disais ouverture d'une session de sensibilisation des auditeurs sur la lutte contre les violences sexuelles par les collèges des hautes études de stratégie et de défense. Le ministre de la Défense nationale y était représenté par le général-major Bombele. Félix Zalmeti Dandou nous en dit un peu plus. Des hautes études de stratégie et de défense, CHEST, se sont aussitôt fermées après la session de sensibilisation des auditeurs sur la lutte contre les violences sexuelles. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit ainsi dans le cadre du plan d'action de FARDC dans la lutte contre les violences sexuelles. Plan d'action qui repose sur 5 axes, à savoir la prévention, la répression, la communication, la protection et le suivi-évaluation. Selon le premier président de la haute cour militaire, le général-major Mutombo Katalai, le taux de violences sexuelles a sensiblement baissé en dépit des opérations dans les zones de conflit dans l'est du pays. Oranger le monde, Génération Égalité s'adresse contre le viol et le thème de cette session de sensibilisation des auditeurs du CHEST fut tout le cadre de FARDC. Le combat que les forces armées mènent contre les violences sexuelles continue et produit déjà des fruits sur le terrain.
Le général-major Bombele, qui représentait le ministre de la Défense nationale, et les anciens combattants notent que les statistiques sur les violences sexuelles affichent aujourd'hui une nette diminution. Il plaide pour la pérennisation de ces comportements responsables auprès des éléments des troupes de FARDC. Il faudrait vraiment que les militaires gardent ces caps-là qu'ils ont choisis. Les caps qu'ils ont choisis d'améliorer leur comportement, que ce soit en période de conflit ou en période de paix. Parce que le militaire, c'est quand même quelqu'un qui est provenu de la population. La population civile, c'est leurs parents, c'est leurs pères, leurs mères, leurs sœurs, leurs frères. Notons que cette série de sensibilisation contre les violences sexuelles au sein des FARDC a débuté dans l'est du pays qui compte beaucoup de cas, de viols et de violences sexuelles. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu au cours de la semaine des entretiens tour à tour avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles et le président du Forum mondial du tourisme. En début de semaine, le chef de l'État a adressé un message à la nation à l'occasion de la journée internationale de la personne vivant avec handicap. C'est une sélection signée Jean-Pierre Kibambe-Somouissa. Le 3 décembre 2019, journée internationale de la personne vivant avec handicap. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, dans une adresse à la nation, salué cette journée instituée par les Nations Unies depuis 1992. Pour le chef de l'État, il s'agit d'une affirmation de la citoyenneté de la personne vivant avec handicap à l'instar d'autres personnes pour la reconnaissance et la promotion de ses droits ainsi que sa pleine participation aux différents domaines de la vie. Cette journée a été une occasion pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de réaffirmer sa détermination d'œuvrer à l'égard de ce qui guide sa vision pour la RDC, celle de l'inclusion des personnes vivant avec handicap ainsi que toutes les autres personnes vulnérables et de promouvoir l'égalité de toutes les Congolaises et tous les Congolais. En séjour à Kinshasa, où elle a procédé à la remise de la distinction de championne de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit à la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Pramila Patten, a réaffirmé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'engagement des Nations Unies à soutenir les efforts de la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles au cours de l'entretien qu'elle a eu avec le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. La représentante spéciale d'Antonio Guterres en charge des questions de violences sexuelles en période de conflit a indiqué que sa visite à RDC s'inscrivait aussi dans la nécessité de signer avec le gouvernement congolais un accord afin d'apporter une réponse structurée à la question des violences sexuelles liées au conflit. Pour la haute fonctionnaire des Nations Unies, cela requiert la prévention à travers la justice, la participation de la femme, la mobilisation communautaire, de même qu'il importe de s'attaquer aux causes profondes des violences sexuelles. Ces dernières incluent la discrimination et la marginalisation des femmes, la pauvreté ainsi que la prolifération des armes à feu, facteurs invisibles conduisant aux violences sexuelles, a renchéri la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. Un forum international sur le tourisme en 2020. En République démocratique du Congo, le projet a été soumis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le président du Forum mondial du tourisme Bouloutou Bachi en séjour à Kinshasa. Ces derniers, qui étaient accompagnés auprès du chef de l'État par le ministre du Tourisme, Yves Bonkoulou, a fait le plaidoyer du tourisme, un secteur créateur d'emplois et générateur des ressources en termes de devises. Nous avons convenu de commun accord avec le chef de l'État à l'organisation d'un forum international sur le tourisme à RDC en 2020, année commémorative du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Cela mettra la RDC au devant de la scène mondiale, a indiqué l'hôte du chef de l'État. Basé à Londres, en Angleterre, le Forum mondial du tourisme s'occupe de la promotion de ces secteurs vitaux à travers le monde. En 5 minutes, voici le sujet d'actualité de la semaine qui ont retenu l'attention de notre rédaction.
La semaine qui s'achève a été très pluvieuse et à Kinshasa, ça laisse des traces. Heureusement, nous n'avons pas enregistré cette semaine des pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. À la SNEL, par exemple, le poste de la Funa a connu la rage des eaux de la rivière Kalamou qui est sortie de son lit. Ici, ce sont les constructions anarchiques qui obstruent les passages des eaux. Pour éviter que chaque tombée de pluie occasionne des pertes en vies humaines et des dégâts matériels, le Premier ministre a décidé de prendre le taureau par les cornes. Ilunga Ilunkamba a échangé dans la semaine avec le gouverneur pour des mesures idoines. Selon le numéro 1 de la ville, les collecteurs de drainage des eaux de pluie et des rivières qui traversent la ville de Kinshasa vers les fleuves Congo ont été soit détruits, soit touchés par certains immeubles. Tous les bâtiments seront soit démolis, soit faire l'objet d'une déviation pour réparer les collecteurs. Message relayé aux chefs coutumiers, chefs des divisions des affaires foncières et bourgmestres des communes touchées par ces inondations pour protéger les Kinois et leurs biens des précipitations toujours abondantes. Le Sénat a mis en place mercredi 4 décembre ses 8 commissions permanentes et un comité de réconciliation et arbitrage. Chaque commission sera dirigée par un président, un vice-président, un rapporteur et son adjoint. À l'Assemblée nationale, on a adopté cette semaine avec amendement le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances exercice 2018 et le projet de la loi de finances exercice 2020 après présentation du rapport général de la Commission économico-financière et contrôle budgétaire. Le texte a été envoyé au Sénat pour la seconde lecture. Dans l'actualité également, célébration le 3 décembre de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Après 3 jours d'activité, les participants ont recommandé la représentation de personnes vivant avec handicap et autres groupes vulnérables dans les institutions publiques et privées. Signalons que la journaliste et reporter des radios Top Congo, Sergine Rehema, a été primée Femme courageuse 2019 à cette occasion. Une vision, une responsabilité, la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, désormais championne des violences sexuelles liées au conflit, une reconnaissance mondiale décernée par les Nations Unies. À travers ce titre, l'épouse du chef de l'État revêt l'étoffe des porte-parole de ces femmes et filles victimes de ces atrocités et prend l'engagement d'appuyer les plaidoyers des Nations Unies dans les questions des violences sexuelles. C'est dans le cadre de la rénovation des infrastructures judiciaires et pénitentiaires en RDC que le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Maître Célestin Tundaya Kasende, a procédé à l'inauguration du camp de détention de Luzumu dans la province du Congo central. Ce camp réhabilité avec l'aide financière de l'Union européenne doit contenir plus de 500 détenus qui sont de désengorger la prison centrale de Makala. S'assurer de la bonne exécution du 3e mandat de l'équipe d'enquêteurs internationaux sur les crimes de masse commis dans le cadre des tristes événements des Kamwina Sampo. C'est l'objet de la mission du ministre des Droits humains, Maître André Lité Asebeya, à Kananga, dans le Kasaï central, car l'objectif du gouvernement est la protection des victimes. 54 pays africains, dont la RDC, ont participé à la 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail du 3 au 6 décembre dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils ont examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'agenda du travail décent de l'OIT et tracé la voie d'un avenir propice au travail décent sur le continent. C'est la ministre d'État à l'emploi Néné Ilunga Nkoulou qui a représenté la RDC à cette rencontre. Améliorer la qualité des apprentissages, c'est l'objectif principal de la première édition du Forum national de la formation professionnelle qui s'est tenu cette semaine à Kinshasa. Pendant 3 jours, les participants ont fait un état des lieux sur la formation professionnelle sur base des informations recueillies sur le terrain. L'Assemblée nationale et le Sénat se sont réunis ce vendredi en congrès pour adopter spécialement le règlement intérieur ad hoc. Cette convocation précède en effet l'adresse annoncée pour la semaine prochaine du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la nation devant les 2 chambres. Selon une certaine statistique, les enfants entre 10 et 19 ans sont les plus touchés par le VIH et SIDA. Une initiative est née pour lutter contre ce phénomène, comme nous l'a dit Constance Mananga dans cet unique dossier de ce soir.
Tout est parti du constat selon lequel les jeunes et adolescents entre 10 et 19 ans sont les plus touchés par le VIH. En 2016, les résultats de la première phase de l'initiative All In l'a confirmé. Et pour répondre à cette approche, une décision ministérielle qui autorise la dispensation des cours de l'éducation à la vie familiale avec des thèmes comme les VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. Nous savons que le VIH-Sida est un fléau qui a causé à notre pays beaucoup de pertes. Il y a un programme qui avait été tracé pour pouvoir lutter contre ce fléau. La première des choses, c'est donner l'information, la bonne information, la vraie information. La province du Congo central a eu à former les professeurs qui enseignent ces cours dans quelques écoles de Matadi. Nous avons eu à former des enseignants au niveau du Congo central dans 45 écoles pour que ces enseignants puissent dispenser ces cours auprès des élèves. Voilà un peu cette collaboration finalement qui est née pour que nous puissions donner notre réponse par rapport à la lutte contre le VIH en milieu de jeunes, et adolescents, mais essentiellement en milieu scolaire. Malgré les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH, les défis demeurent l'information auprès des jeunes et adolescents. Nous nous basons souvent sur les IST et le VIH-Sida parce que nous suivons souvent des formations qui parlent sur les VIH-Sida au niveau des jeunes, qu'on appelle les JADO. Alors nous sommes là pour apprendre aux enfants, pour leur éduquer comment empêcher, comment ne pas avoir cette maladie. Et nous avons des symptômes, nous avons des méthodes pour leur apprendre de faire un effort pour que cette maladie ne puisse pas tomber au niveau des JADO. Les élèves qui ont reçu ces cours se sont outillés et témoignent. Très bien. Je l'ai déjà utilisé. Oui. Vous ne connaissez pas à qui appartient la gilette et du coup vous prenez la gilette et vous rasez aussi à votre tour. Je ne sais pas si la personne a les virus. On doit éviter d'utiliser les objets tranchants comme une autre personne utilise peut-être la gilette. Je donne comme exemple la gilette et il se blesse sans le savoir et une autre personne vient encore utiliser cette même gilette. Il est obligé, donc c'est obligé qu'il ait cette maladie-là. L'éducation à la vie a beaucoup apporté dans la vie courante. Moi, personnellement, j'en ai vraiment bénéficié. Pourquoi? Parce qu'à la maison, je n'ai pas vraiment le temps de parler avec maman concernant tout ça. Mais venant ici à l'école, j'ai beaucoup appris. Premièrement, comment calculer mes dates, comment me prévenir, donc comment faire face à tout ça, comment faire pour supporter, donc éviter le rapport sexuel. L'intériorisation de la lutte contre le VIH et SIDA par les jeunes et adolescents serait un pas vers l'atteinte des objectifs zéro décès dû au VIH, zéro discrimination et zéro nouvelle infection. Afriland First Bank est déterminé à accompagner les opérateurs économiques et hommes d'affaires du Nord Kivu. Les informations et les avantages d'un partenariat ont été présentés au cours d'une rencontre entre le gouverneur de cette province et les hommes d'affaires, comme nous l'a dit Sandra Nyangui. La province du Nord Kivu veut aussi améliorer son climat des affaires. C'est dans cette logique que le gouverneur de cette province, Karline Zanzuka-Sivita, a mis autour d'une même table les opérateurs économiques à travers la Fédération des entreprises du Congo et le staff dirigeant de Afriland First Bank venu de Kinshasa. Cette banque panafricaine qui est déterminée à accompagner les opérateurs économiques et les hommes d'affaires de ce coin afin de développer effectivement le Nord Kivu. Un motif de fierté pour l'autorité provinciale qui salue ce partenariat, une trouvaille de Afriland First Bank pour booster l'économie du Nord Kivu. On est très ouvert à tout le monde. S'il y a des capitaux étrangers qui souhaiteraient venir au Nord Kivu, nous sommes très ouverts quant à ça. Nous encourageons la politique d'accompagnement de nos hommes, de nos opérateurs économiques. Nous souhaiterions que cette politique s'étende aussi pour des autres villes qui restent dans cette province. Sohaï Bouabari, le directeur général de Afriland, appelle les hommes d'affaires à adhérer massivement à cette institution financière. Et nous avons apporté le message selon lequel Afriland First Bank est une banque panafricaine. Afriland First Bank est une banque au service des Africains. Afriland First Bank
est là pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Aujourd'hui, après 4 mois, c'est la concrétisation de ces promesses qui prend pied. Message relayé par le président du conseil d'administration. Bercy Chirimwami, président de la FEC Nord Kivu, qui figure parmi le premier bénéficiaire de ce partenariat, a encouragé ses pairs à lui emboîter le pas. Cette rencontre fut un véritable rendez-vous du donner et du recevoir, occasion pour le gouverneur Caroline Nzanzu-Kasivita d'émettre le vœu de voir ce partenariat évoluer par l'ouverture des agences à travers toute la province pour faire bénéficier à tous les Kivusiens ce partenariat, car cela amène une nette amélioration du climat des affaires. Les rassemblements démocrates tshisekédistes RDT en sigle continuent à gagner du terrain. Le caucus du Kasaï et les mouvements associatifs ont signé l'acte d'adhésion à cette plateforme électorale ce week-end, comme nous l'a dit Alain Bikaï dans cet élément de reportage. Les rangs du Rassemblement des démocrates tshisékédistes et RDT s'élargissent de plus en plus. Ce week-end, c'était le tour du caucus du Kasaï et d'autres mouvements associatifs à adhérer à cette plateforme électorale initiée par Félix Antoine Tshisekedi. En sa qualité d'autorité morale de cette plateforme, Sylvain Mutombo Kambinga a investi Chito Kangala Mouloumé dans les fonctions du coordonnateur national de la province du Kasaï, avec comme objectif la préparation des échéances électorales de 2023 dans cet espace. Faisant d'une pierre deux coups, Sylvain Mutombo a prêché la tolérance politique entre les Tshisékédistes et les membres du FCC au nom de la coalition qui lie les FCC et les CACH. Au-delà de leurs sentiments politiciens, au-delà de leur idéologie de gauche ou de droite, l'amour doit unir tous les Congolais afin que les intérêts du Congo puissent être des intérêts communs. Pour l'orateur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est et demeure le chef de file de tous les Tshisékédistes qui prônent l'état de droit, la démocratie et le respect des droits humains. Ancien gouverneur du Kasaï occidental dans les années 97, Chito Kangala Mouloumé pense que le moment est favorable pour se mettre dans l'ordre des batailles dans les perspectives de 2023. Après cette expérience vécue dans un contexte différent, Chito, tel qu'un enfant prodige de l'histoire de la Bible, décide de regagner sa famille politique. Le Parti congolais social-démocrate a célébré le 2e anniversaire de sa création. Son président national, Basile Olongo Pongo, a saisi cette opportunité pour annoncer le nouveau méga plateforme qui vient de naître. Francine Atomissi. Un événement pas comme les autres, placé sous le signe non seulement de passation de pouvoir entre l'ancien président Jean Bolingo et le président entrant Basile Olongo Pongo, mais aussi et surtout celui du lancement de la Coalition nationale populaire, un ensemble sans couleur politique au service du peuple. C'était sous la coordination du secrétaire général AI du parti, Maître Didier Dioka, que cette passation de pouvoir pacifique a eu lieu dans un climat de paix. Dans ce monde de circonstances, le nouveau chef du parti, rendant hommage à son prédécesseur, s'est avant tout frotté les mains de ce qu'en si peu de temps d'existence, le PCSD compte déjà un représentant au Parlement. Basile Olongo Pongo s'est ensuite insurgé contre ceux qui s'activent nuit et jour à perpétuer la misère des Congolais. Ainsi, rappelant les bien fondés du PCSD, celui que la population congolaise appelle affectueusement Ndeko Basile, vient de renouveler le soutien de son parti et en outre annoncer la création de la Coalition nationale populaire, un ensemble ouvert à tous et au service des Congolais. J'étais l'autorité morale du parti depuis sa création. Je viens d'être élu comme président national du parti. Ça coïncide avec le 2e anniversaire de notre parti et au moment, aujourd'hui aussi, c'est la naissance de la Coalition nationale populaire. C'est un mouvement, une dynamique de forces qui vont se mettre ensemble pour rechercher la paix et le bonheur du Congolais. Et sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi nous avons réfléchi et nous avons décidé de mettre à ce jour une coalition qui regroupe tout le monde, tendances confondues.
À l'approche des élections locales et municipales, le PCSD souhaite remporter ces scrutins et demande à ses membres de se préparer en conséquence. Les fêtes de fin d'année annoncent déjà leur couleur. L'habilleur américain Brooks Brothers disponibilise la gamme de ses produits aux Congolais qui aiment l'élégance. Erudis Kitutu nous fait les points. Quelques jours nous séparent des fêtes de fin d'année. Les fêtes s'annoncent et tous s'activent pour offrir à la population des moments agréables. Dans le supermarché et autres boutiques, les décors changent. Les guirlandes, le sapin et autres objets d'embellissement occupent déjà les emplacements de forte visibilité. Dans notre visite, nous sommes tombés sur les habilleurs. Le cas de cette collection nommée Brooks Brothers, importée des États-Unis, passant par Brazzaville pour accompagner la population pendant les fêtes. Et vous avez aujourd'hui l'opportunité d'avoir une très grande marque, une marque 2 fois centenaire qui est venue ici à Kinshasa, qui est venue à Kinshasa dans le cadre de notre espace Mbote. C'est ce qu'on peut appeler un pop shop. Donc, le magasin est ici pendant une période d'une quinzaine de jours pour exposer ses produits. Et ce sont des produits, comme vous avez pu le remarquer, des produits d'une rare qualité. On parle ici d'une marque 2 fois centenaire. Donc c'est dans ce cadre aussi que le produit est là. Brooks habille le grand chef d'État, mais il passe aussi dans la jeunesse, il passe aussi dans l'affaire, il passe aussi dans les entreprises. C'est-à-dire que vous pouvez aussi être en chantier, habillé en votre costume, et après le casque. Donc vraiment, c'est un passe-partout. Outre l'habillement, les ménages sont déjà en ébullition. Les rayons sont très visités. Question de se faire plaisir, le choix sont perplexes. On finance avec la 10e réunion de politique monétaire. Plus de détails dans cet élément de reportage. La situation économique nationale demeure sous contrôle malgré la volatilité observée du franc congolais. Ceci ressort de l'évaluation faite vendredi dernier de la conjoncture économique tant au niveau national qu'international par les différents experts réunis à l'occasion de la 10e réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, présidée par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo. Une réunion sanctionnée par le maintien du dispositif actuel de politique monétaire. Cette volatilité observée de la monnaie nationale n'est pas de nature à compromettre la stabilité du cadre macroéconomique. Les défis sont cependant réels et des mesures efficaces sur le plan budgétaire et monétaire sont d'ores et déjà envisagées par le gouvernement et la Banque centrale du Congo pour contenir les facteurs de risque. Donc la population doit s'assurer que le gouvernement et la Banque centrale sont en train de travailler pour réussir et ce programme de référence et le programme économique de moyen terme qui viendra par la suite. Dans le souci de raffermir la stabilité macroéconomique et de renforcer les conditions propices à la croissance, le pays a décidé de négocier un programme formel avec le Fonds monétaire international. La conclusion de ce programme passe par l'exécution satisfaisante d'un programme de référence qui implique le respect des repères quantitatifs et structurels. Les réserves doivent augmenter, le crédit net à l'État est plafonné, donc il doit diminuer. Nous n'allons pas accroître le déficit. Donc c'est déjà une démarche qui nous permet de nous discipliner et de travailler dans les marges de nos moyens. En outre, en l'absence de chocs majeurs susceptibles d'influer sur les perspectives à court terme, cette réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a décidé de maintenir inchangé son dispositif actuel de politique monétaire. Voilà, ainsi s'achève ce journal magazine, mesdames, messieurs, sur la radio-télévision nationale congolaise. L'information reste en continu. Vous allez trouver une autre édition d'information à 22 h dans une présentation signée et Jojo Ndibou. Passez un excellent dimanche chez vous. Au revoir et à très bientôt.